On dit souvent que nous, les jeunes, on est paresseux. Les jeunes veulent travailler. Ils veulent juste travailler différemment. Tu sais, les jeunes, c'est l'avenir. C'est eux qui façonnent les 10, 15, 20 prochaines années dans la façon de travailler. Fait que faut leur donner leur place. Puis ils en ont à dire, là. Faut écouter. Alors, je suis aujourd'hui avec Justine Damor, présidente générale de Emploi Jeunesse depuis maintenant 5 ans. Comment ça va, Justine? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, Justine, je suis très content de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va aborder plusieurs thématiques importantes. Déjà, ce que Emploi Jeunesse fait, mais aussi l'état actuel du marché du travail pour les jeunes, ainsi que le rôle que l'éducation a à jouer dans tout ça. Super. Super, Ça c'est marche. parti. On y va. Donc, j'aurais une première question pour toi, Justine. C'est quoi Emploi Jeunesse? Emploi Jeunesse est un organisme qui est là depuis 40 ans maintenant, qui vient en aide aux jeunes de toute l'île de Montréal, des jeunes âgés entre 16 et 35 ans, en ce qui a trait à leur intégration socio-professionnelle, donc la recherche d'emploi, retour aux études, etc., mais qui accompagne aussi les entreprises dans le développement de ressources humaines. On aide les entreprises à recruter des jeunes talents qui auraient des situations particulières en termes de ressources humaines RH. Là, on donne un coup de main aux entreprises aussi. Et en marge de ces projets-là, tous ces projets d'employabilité ou de pré-employabilité-là, on mène aussi des projets en lien avec tous les enjeux, des enjeux collectifs, des enjeux sociaux, comme un projet, par exemple, Prends le lead, qui est un projet de lutte au racisme et à la discrimination. On fait des projets artistiques aussi avec des documentaires. On a un beau projet de studio aussi dont je vous parlerai tout à l'heure. Wow, tout ça, ça vaut de l'or, Justine. Merci. Mais dis-moi, vous faites énormément de choses, mais c'est quoi ton rôle concret auprès de cette organisation? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours chez Emploi Jeunesse? J'ai l'honneur d'être la directrice générale d'une si belle structure. Mes tâches au quotidien, la première chose, c'est sûr que je m'assure de préserver la mission de l'organisme, s'assurer qu'on reste relevant, là, que je pourrais dire pertinent pour les défis actuels par rapport à la jeunesse de Montréal. Donc, je mets en place, tu sais, dans mon quotidien, là, je mets en place des projets qui sont innovants. Je rédige des subventions. Je fais aussi de la ressource humaine parce que je gère une équipe. Puis ça, je pense, c'est une des choses qui viennent me toucher le plus, là, que j'aime le plus, c'est de prendre soin de mon équipe, puis m'assurer qu'eux se sentent bien, parce qu'eux font le travail d'expertise de terrain auprès des jeunes qui viennent chez nous avec leurs problématiques, leurs enjeux. C'est eux qui les reçoivent au quotidien. Fait que moi, je m'assure de préserver leur bien-être. Puis après, pour qu'ils puissent rendre service à la population, puis en plus, de m'assurer qu'on ait du fun aussi là dans ce qu'on fait. Là. Vous êtes une équipe de combien? Là, en ce moment, on est 8. On aimerait agrandir bientôt, là, donc bientôt 10-12, là, si tout se passe bien, là, c'est mon objectif, là, pour l'année prochaine. OK, c'est une belle petite équipe. Quand même, oui, tout à fait. J'aimerais savoir, Justine, c'est quoi exactement le profil des jeunes qui viennent vous voir? Le profil des jeunes chez nous est quand même assez varié. Tu sais, 16 à 35 ans, ça varie. On a des jeunes issus des minorités visibles, on va en parler tout à l'heure, des mamans monoparentales, des jeunes mamans, des nouveaux diplômés, des nouveaux arrivants, des demandeurs d'asile acceptés, des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent changer de milieu, qui veulent changer de domaine. On a des jeunes NIF qu'on appelle, là, ce sont des jeunes ni en emploi ni en formation qui, eux, sont en quête un peu d'une voie, de projet de vie, tout ça avec lesquels on travaille beaucoup sur le psychosocial, la motivation, un peu le sens, trouver un sens à leur vie. Donc, les profils sont pas mal variés. OK. Ça prend des accompagnateurs talentueux pour faire tout ça. C'est tellement varié. Ouais. Et dis-moi, Justine, t'es arrivée en 2020, donc en pleine pandémie. C'était quoi l'état de Emploi Jeunesse? Dis-nous un peu l'histoire quand t'es arrivée. Ben écoute, tu me fais voyager un petit peu dans le temps. Ça a l'air... on dirait que ça a eu lieu hier, tous les changements qu'on a vécus, tous les enjeux qu'on a vécus. Un peu comme tout le monde, je suis arrivée là avec mon masque. Il y avait une petite équipe. C'était une équipe qui était vraiment à refaire. Il y a eu une vague de départ. Mais dans la structure elle-même d'Emploi Jeunesse, ça a toujours été une machine. Ça a toujours été un organisme qui roulait à fond avec une équipe d'une dizaine d'employés, plein de projets, un peu comme ce qu'on fait maintenant, mais à un rythme un peu plus,
un peu plus élevé dans le passé, parce que la pandémie, elle a changé beaucoup de choses. Fait que quand on est arrivé, j'ai dû gérer tout ça, là, un peu de remonter la structure. Mais c'était bien, c'était comme un beau canevas. Puis là, moi, j'avais un peu la carte blanche un peu de ce que je voulais faire, de monter mon équipe, tout ça. Donc, voilà. OK, c'est super. Oui. Et puis, toi, Justine, tu as une vue, mais qui est incroyable sur à la fois l'employeur et aussi le jeune, mais surtout le marché du travail pour les jeunes en ce moment. Et j'aimerais savoir, d'après toi, comment est-ce que le marché du travail a-t-il changé pour les jeunes actuellement? Depuis la pandémie, je me souviens quand j'avais fait une entrevue à LCN, justement en pleine pandémie, puis on parlait de la pandémie, puis comment ça va affecter les jeunes. Puis ce qu'on disait, le constat était à l'époque que les jeunes étaient les plus touchés par la pandémie. Pourquoi? Parce qu'on avait un sous-groupe, là, ce sous-groupe-là de jeunes qui étaient aux études, en pleine formation, ceux qui n'ont pas pu avoir leur balle de finissant. Moi, je pense encore à ces jeunes-là qui ont vécu ça là, vraiment de manière vraiment difficile. Mais ceux qui étaient en plein milieu de leurs études, qui étaient en plein milieu d'une fin de parcours d'études pour pouvoir avoir un tremplin vers l'emploi puis commencer un premier emploi, où tout était fermé. Je pense au domaine de l'événementiel. Les gens qui étaient dans le tourisme, qui étaient dans le marketing, la restauration, la pâtisserie, tout ça, l'hôtellerie, où tout était fermé, puis qui ont dû changer de carrière. Puis c'est comme un deuil. Imagine que tu as fini tes études, là, ça fait 3 ans, tu les as payées, ça t'a coûté cher, tu as étudié, puis tu peux pas travailler là-dedans jusqu'à tu ne sais pas quand. Moi, j'ai trouvé qu'on a vécu des situations où des jeunes étaient vraiment dans la dépression totale. Puis moi, je pense que ça a encore des répercussions aujourd'hui. On les voit, les profils de jeunes, hyper anxieux, pas capables de prendre l'autobus, pas capables de parler devant des gens, pas capables d'appeler pour prendre un rendez-vous. C'est toutes des répercussions de ça, de cet isolement-là extrême qu'on a vécu, mais aussi de la perte de sens du jour au lendemain pour eux. Ça a été vraiment difficile. Et ça continue même 5 ans après? Les répercussions, oui, tout à fait. Ouf. Tout à fait. Et ce serait quoi, alors, tu m'as parlé d'anxiété, mais ce serait quoi les plus grandes difficultés que les jeunes rencontrent lorsqu'ils se lancent dans le marché du travail? C'est sûr que ça a été plus un chapitre qu'on a accordé à la pandémie, tout ce qui est en lien avec l'anxiété, tout ça. Mais en général, les enjeux ou les obstacles que les jeunes peuvent vivre dans leur entrée au marché du travail, on ne va pas se cacher que dans le groupe des jeunes, il y a encore un autre sous-groupe de jeunes qui vivent déjà de la discrimination d'emploi. On parle des jeunes de minorités culturelles, des jeunes handicapés. Il y a déjà de la discrimination à l'embauche déjà. Mais en plus de ça, il y a comme on appelle ça un obstacle, mais c'est un constat d'un enjeu, je dirais, du clash un peu des générations. Où, à l'époque de mes parents, par exemple, eux, là, ils vivaient pour travailler. Okay? Je me lève le matin, je suis jamais en retard, je vais tous les jours, assidu, mal de tête, pas grave, je vais travailler. T'sais? Puis aujourd'hui, en général, c'est pas tous les jeunes, mais en général, les jeunes veulent travailler pour vivre. Fait que je veux une job, mais je veux aussi aller faire un mois en Espagne. Je veux une job, mais je veux aussi faire de la musique on the side. C'est que le travail devient instrumental à un niveau de vie, à une façon de vivre. Fait que c'est pas que c'est un obstacle, c'est qu'on voit pas les choses de la même manière. Fait que quand on parle à des entrepreneurs ou des responsables d'entreprise, des gestionnaires d'entreprise qui recrutent des jeunes ou qui ont des jeunes dans leur structure, c'est ça le clash qu'on vit. C'est comme, vous, là, tu veux un emploi, je sais pas moi, irrégulier, tu veux un horaire flexible, c'est plus un clash, c'est plus une perspective, une façon de voir la vie qui est différente, puis qu'il faut arrimer les deux. Il faut arriver à arrimer les deux, les besoins des employeurs, les besoins du marché du travail, puis aussi la volonté des jeunes de vouloir continuer à travailler pour vivre. Oui, et est-ce qu'on pourrait évoquer ça comme un besoin de flexibilité chez les jeunes? C'est le mot-clé, Gary. Oui. On va en parler tantôt, mais c'est le mot-clé de cet arrimage entre ces deux générations-là, là. Flexibilité. Mais c'est vraiment intéressant parce que du côté des employeurs, leurs exigences sont bien réelles. Le problème, c'est qu'elles se confrontent à ce que les jeunes ont comme ambition ou méthode de travail. Ouais. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on s'en sort réalistiquement quand ces deux modes de vie, ces deux modes de pensée, ce clash des générations, comme tu le dis, quand elles se confrontent. Parce que c'est ça que vous vivez. Oh, oui, ouais. Tout à fait. Comment est-ce qu'on s'en sort? On s'adapte. On n'a pas le choix de s'adapter. On peut pas le contourner parce qu'il est bien réel, comme tu dis. Là. Il faut s'adapter du côté des employeurs, mais aussi du côté des jeunes.
Puis moi, c'est ce qu'on leur dit. Quand on discute avec eux, c'est qu'on comprend bien ton besoin de vouloir avoir un emploi en restauration, en télétravail, mais c'est impossible, OK? Fait que, à un moment donné, faut essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Donc, ce qu'on dit aux employeurs, c'est le mot-clé de tantôt, c'est flexibilité, dans la mesure du possible. Puis, du côté des candidats, du côté des jeunes qui veulent travailler, qui veulent entrer sur le marché du travail, c'est qu'il y a un cadre. Peut-être que tu vas pouvoir jouer dans ce cadre-là, mais il faut que tu respectes le cadre de la structure puis le cadre de l'exigence du marché du travail. C'est juste une question d'équilibre, puis c'est du cas par cas. Ça fait qu'il y a de la job. Et puis, j'ai une question que je m'impatiente de te poser. Dis-moi. On dit souvent que nous, les jeunes, on est paresseux. Qu'on ne veut pas travailler. Tu as dû le voir souvent avec des employeurs qui disaient « mais je ne comprends pas, et c'est quoi leur problème ?» Mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on dit ça sur les jeunes et est-ce que c'est vrai? Oh my God, il n'y a pas plus loin de la vérité. Les jeunes veulent travailler. Ils veulent travailler, ils veulent juste travailler. Je te confirme. Écoute, Gary, les jeunes veulent travailler, ils veulent juste travailler différemment. Puis c'est juste reçu comme un refus de travailler, mais c'est juste vouloir travailler différemment et pas pour les mêmes raisons. C'est pas tous les jeunes qui ont envie d'avoir 35-40 heures. T'sais, quand on regarde le marché du travail, les jeunes ont envie. Plus tu leur dis t'as un contrat de 3 ans, 4 ans, ils sont comme ils courent là, ils sont comme non, je veux juste je suis là pour 10 mois, je suis là pour 6 mois, je suis là pour 1 an. Ils ne veulent pas être enchaînés quelque part. Enchaînés. Tu sais, on appelle ça on dit un saute-mouton, là, un peu, là, d'un emploi à l'autre. Mais pas parce qu'ils veulent pas parce qu'ils sont tannés. Ça arrive, là, il y a des cas où il y a des participants qui sont jamais, des candidats qui sont jamais satisfaits, des internautes insatisfaits, j'aime pas ça, je m'en vais ailleurs, ça, c'est autre chose. Mais en général, ceux qui ont envie de vivre des expériences différentes, dans différents milieux, ils veulent moins s'enchaîner à un emploi. Alors qu'avant, il y a 5 ans, 10 ans, mon Dieu, c'était le rêve d'avoir un emploi 3 ans, 4 ans, permanent. On sentait que c'était une sécurité d'emploi. De grimper l'échelle corporative. Exactement. Oui, puis là, j'ai commencé, j'étais secrétaire, là, je suis rendue, tu sais, voilà. Fait que c'est juste une différence de perspective, puis de façon de voir les choses, mais c'est pas vrai que les jeunes ne veulent pas travailler. C'est pas vrai. Okay, donc, c'est ça, on a des paradigmes différents du côté de l'employeur, du côté du jeune. Il y a du changement de carrière qui se fait beaucoup et qui se fera beaucoup selon toi. Ouais. Et puis, comment est-ce que les employeurs peuvent s'adapter? Qu'est-ce que vous leur dites, en fait, aux employeurs qui ne comprennent plus les jeunes? Écoute, tu sais, Gary, moi-même, en tant que gestionnaire, je le vis, là. J'ai des collègues à moi qui sont là pour 1 an, 2 ans. Ils sont aux études. On adapte même nos horaires d'ouverture. On les adapte selon l'effectif qu'il y a dans la structure. Si on est assis, on n'est pas assis. Écoute, on s'en va, on part à 3 heures. Tu sais, je veux dire, la flexibilité, c'est encore le mot. Mais ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que d'y aller avec bienveillance. Faut pas aborder le sujet ou l'enjeu de ce clash de générations-là à reculons ou avec cynisme. C'est de l'accueillir parce qu'il y a tellement de bons côtés à ce clash de génération-là. Ça, tu sais, avoir des jeunes dans sa structure, c'est apprendre rapidement. C'est des jeunes qui sont hyper doués avec la techno. Il y a moyen de faire du mentorat, du jumelage avec des employés moins habiles avec la techno. Il y a tellement de trucs à faire. Il faut essayer d'innover un petit peu à l'intérieur même de sa structure. Mais en plus d'être flexible, c'est bien, là, je sais on le dit, puis c'est pas facile, c'est d'accueillir cet enjeu-là. C'est pas un enjeu, là. D'accueillir ce constat, d'accueillir cette réalité-là avec bienveillance, puis avec ouverture. Puis là, au moins, on part sur des bonnes bases. Est-ce que tu vois quand même un avenir positif là-dedans? Tout à fait. Oui, les employeurs le réalisent? Mais moi, je crois aux licornes, hein, Gary. Moi, je suis très... écoute, avant que tu pètes ma balloune, ça va t'en prendre beaucoup, là, mais oui, je suis vraiment... tu sais, les jeunes, c'est l'avenir. C'est eux qui façonnent
les 10, 15, 20 prochaines années dans la façon de travailler. Tu sais, moi, j'avais déjà entendu il y a 2-3 ans la volonté d'un ministère de la Famille de mettre en place la semaine de 4 jours, par exemple. Ben, c'est ça que ça va donner. C'est ce bassin de jeunes-là, de personnes-là, de citoyens à part entière, que sont les jeunes, qui vont façonner le monde de demain. Fait que faut leur donner leur place. Puis ils en ont à dire, là. Faut écouter. Oui, je peux confirmer ça. Ouais. On a abordé justement la méthode de travail chez les jeunes, mais j'aimerais aussi aborder le type de travail. Ouais. Emploi jeunesse, vous savez très bien, il y a beaucoup de travail qui se font remplacer par l'IA, donc l'intelligence artificielle, et l'automatisation. Ouais. Est-ce que vous avez des jeunes qui sont anxieux par rapport à ça? Comment est-ce que vous les redirigez? Comment est-ce que vous les conseillez dans cet écosystème qui est en plein changement? Oui, tout à fait. Les jeunes d'emploi jeunesse, les jeunes qui viennent chez nous, on n'en a pas eu tant que ça qui ont cette anxiété par rapport à ça. Je dirais plus en termes de collectivité, nous, la société, on s'en rend compte. Là, nous, les experts qui sommes sur le terrain, on le voit. On voit que ça s'en vient. C'est sûr que les jeunes n'ont pas peur de la technologie. Là où, puis je veux pas dire que je suis pas en train de dire que je suis pas jeune, là, mais on dirait que moi, ça me fait peur. Moi, là, tu me dis un robot va venir ici, puis moi, je vais faire comme, je vais avoir une réticence, mais les jeunes, plus jeunes que moi, de l'autre génération, pas de l'autre génération, mais un peu plus jeunes que moi, ça leur fait pas peur. Eux accueillent cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon de voir les choses. Ça, ils le voient comme un véhicule. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors que moi, peut-être, mes parents, peut-être, feraient comme, what, c'est quoi ça? Tu sais. Mais voilà, c'est autre chose. C'est une autre façon de voir les choses. Je vois. Et c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'industries qui vont drastiquement changer. D'après moi, il va y avoir beaucoup en fait, de jobs qui vont disparaître, mais beaucoup qui vont se créer beaucoup plus. Exact. Exact. Et en ce moment, est-ce que tu vois des industries qui sont très prometteuses pour les jeunes en ce moment? C'est une bonne question. Écoute, je vais te répondre en 2 temps. Je vais te parler peut-être des emplois en demande, peut-être par les entreprises, eux, de ce qu'ils recherchent, parce que quand même, on rend service à la population, fait que, savoir dans quel domaine vous dirigez ou postuler ces temps-ci. Fait que dans les domaines en demande en ce moment, beaucoup dans l'administration, beaucoup dans la comptabilité, les finances, les postes comme ça, mais les domaines prometteurs, puis là, moi, le domaine prometteur, là, moi, je parle, les jeunes qui ont envie d'aller faire du cash, là, tu sais, là où il y a un boom, c'est dans la technologie, mais on peut aller de manière plus creusée, là, architecte de cloud, architecte d'applications mobiles, autonomisation ou comment je pourrais dire ça? Les virages numériques, en tout cas. Tu vois, là, les structures qui sont un peu à Word, PowerPoint à l'époque, tu sais, à cette époque, mon époque. À moderniser, disons. Modernisation, virage numérique, beaucoup les IT. Beaucoup. Puis aussi, tout ce qui est en lien avec l'ingénierie civile, l'ingénierie mécanique, puis la mécanique industrielle aussi. Ça a gros boom là-dedans aussi. OK. Donc, c'est très en demande au Québec, c'est ça? Au Québec. OK. Ouais, tout à fait. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'éducation. Ouais. Parce que vous faites affaire avec des jeunes, surtout. Souvent, ils sont aux études ou ils sortent justement de l'école. Et j'aimerais savoir, est-ce que pour un employeur, une éducation, c'est le prérequis absolu pour donner du travail à un jeune? Je vais faire attention à ce que je dis. Ce que je pourrais dire, c'est que le prérequis de l'éducation, c'est pour constituer une base de connaissances. Okay? Moi, je le vois comme ça, puis c'est comme ça que j'en parle aux jeunes. C'est pour constituer une base de connaissances. Je peux me dire que, OK, il y a des choses que tu sais de manière générale. Ensuite, c'est sûr que le marché du travail, depuis là, c'est moins le cas. Mais il y a 2 ans, il y a 1 an, c'était un marché de candidats. Fait qu'il y a plein d'employeurs il y avait secondaire 5 obligatoire, puis avec le manque de main-d'œuvre, ils ont dû prendre les candidats qui se présentaient, puis des fois, ils n'avaient pas les prérequis au niveau de l'éducation. Fait que c'est malléable comme exigence, mais il y a des domaines où c'est exigé. Oui, et des formations. Tout à fait. Il faut être qualifié, tout ça. Mais dans ce qui est, en termes d'exigence dans un emploi plus général, je dirais,
y a autre chose aussi qui viennent avec. C'est pas que l'éducation, mais il y a autre chose qui viennent avec ça. Oui, mais justement, à ce niveau-là, c'est quoi les compétences qu'un jeune devrait avoir en priorité, en fait, pour avoir un travail aujourd'hui, dans le marché actuellement? Oui, c'est bien. Hein? Tu parles de compétences, puis on pourrait même rajouter des habiletés aussi. Moi, je mets beaucoup l'accent sur le savoir-être. Tu sais, le savoir-être en emploi. Tu sais, des jeunes, des fois, qui arrivent puis qui ont pas d'expérience de travail, qui savent pas un peu, ils se rendent pas compte qu'ils sont dans une structure où ça demande un certain niveau de professionnalisme. Puis ça s'apprend. C'est pas perdu d'avance, ça s'apprend. Non, mais vraiment, il y a rien d'inné dans ça, là. C'est vraiment, ça s'apprend. Puis, tu sais, il y a des organismes, il y a plein de structures comme Emploi Jeunesse qui sont là pour coacher les jeunes là-dessus. Mais ça, là, moi, je passe pas à côté de ça. Puis quand je dis savoir-être, là, être capable de se soumettre, pas de se soumettre, là, mais de respecter des consignes. Des fois, c'est des trucs qui ont l'air de base, des fois, qui sont common sense, mais qui ne le sont pas du tout rendus en emploi. Les habiletés de communication, être capable de résoudre des conflits, être capable de faire une demande à son employeur. L'assiduité au travail, hein? Lundi, mardi, mercredi, je viens plus. Vendredi, non. Tu sais, d'être capable d'être assidu, qu'on puisse compter sur toi, de respecter le cadre de son travail. Ce sont toutes des compétences de savoir-être qui permettent à l'employeur ou à la structure de fleurir, de s'épanouir. Parce qu'on ne veut pas d'électrons libres dans nos équipes de travail. Tu vois, on veut des gens qui ont envie d'être là. L'enthousiasme, ça, c'est autre chose. Mais là, je suis là. Pourquoi tu... Mais non, faut que tu... Ça, c'est dur, là, tu sais, à démontrer ça, puis à exprimer ça au quotidien. C'est aussi le travail de l'employeur de s'assurer que son équipe va bien. Mais le savoir-être, là, ça, c'est une des... C'est le gros bagage d'habileté qu'on a besoin, entre autres, là, les études, puis tout le reste, là. OK, je vois. Ouais. Et ça, tu penses, comment est-ce qu'un jeune peut le développer, ça? Bien, il y a des structures pour ça. Il faut venir à Emploi Jeunesse. Mais c'est vrai, mais... déjà, l'école, c'est un beau parallèle que tu peux faire avec le travail parce que tu as des enseignants, tu as une équipe école, tu as des choses à faire, tu as des consignes à respecter. Fait que déjà, l'école, c'est un beau bassin pour essayer de développer ces habiletés-là. Tu as des amis, il y a des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu t'entends moins bien, de gérer des conflits dans sa vie personnelle, dans sa vie scolaire. Fait que sinon, ça se coach. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend dans des structures en employabilité. OK, je vois. Donc, dans le système éducatif, en fait, il y aurait pas ou moins de décalage entre ce que l'employeur recherche et les habiletés que le jeune se forge, en fait, sur place. Tout à fait, parce qu'il faut que tu sois faut que tu viennes à l'école tous les jours, il faut que tu sois à l'heure, tu as des choses à remettre, tu as des devoirs à faire, tu as des tâches à exécuter. Fait que c'est un beau parallèle. Ce serait le plus près du marché du travail. OK. Écoute, Justine, tu nous as donné un excellent point de vue sur la situation actuelle. Et j'aimerais que tu nous partages quand même, évidemment, une histoire d'un jeune que vous avez accompagné, qui est parti quand même assez bas, mais qui a réussi à trouver un travail. Donc, une success story. Oh, wow! Écoute, je te parle d'un jeune à qui je pense encore beaucoup, puis on a encore contact. Il s'appelle Hendrik. Il n'est pas parti de bas, là, vraiment pas, mais okay. C'est un participant. Il est venu nous solliciter pour de l'accompagnement en emploi, puis dans le domaine du graphisme, tout ça. Et donc, il est venu, on lui a trouvé un emploi dans une boîte, dans une structure, puis en parallèle, il a monté sa boîte de graphisme, là, voilà, faire des logos, du marketing, des trucs comme ça. Et puis, donc voilà, on l'a accompagné, une de nos conseillères l'a accompagné pour qu'il se trouve un emploi bien rémunéré, il était bien dans son emploi, ça se passait bien. Puis, nous, on est arrivés à la célébration du 40e anniversaire d'Emploi Jeunesse. Puis, on voulait travailler notre logo. Puis, je me souviens qu'on cherchait, oh mon Dieu, mais ça n'avait pas d'allure, on n'arrivait pas à trouver la structure ou l'entreprise qui comprenait la vision de ce qu'on voulait faire avec le changement du logo. Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous? Quand même 40 ans, on voulait vraiment que ce soit big, mais quelqu'un qui comprenne l'essence. Quelqu'un qui comprend l'essence de ta mission pour pouvoir te proposer des choses intéressantes. On a tourné en rond, puis je pense que je conduisais, puis j'ai fait comme oh, « Hendrik! » Puis imagine-toi que le nouveau logo d'Emploi Jeunesse, là,
celui-là. Ça, je pourrais vous montrer le monogramme à un autre moment, là, mais c'est Hendrik qui l'a créé, qui l'a travaillé avec nous. Puis pour moi, ça, là, ça a l'air petit comme ça, là, mais c'est géant. C'est gigantesque dans le sens que il est rendu à avoir une entreprise qui fonctionne, qui roule. Fait qu'on est allé au-delà de juste trouver un emploi, là. C'est l'entrepreneuriat, c'est autre chose, c'est l'épanouissement. Puis si je peux dire quelque chose à la fin, c'est ça, c'est que tu viens pas à Emploi Jeunesse pour faire ton CV puis t'en aller. Dans une job que t'aimes pas, juste pour payer une facture qui est en retard. C'est pas ça. On va en parler après, là. Mais ça, pour moi, c'est ça. À la fin, là, le but, c'était ça. C'était que un participant comme Hendrik, ou peu importe la personne qui vient, se réalise, mais all the way, jusqu'au bout. Puis pour nous, là, je me rappelle, on l'a présenté devant tout le monde, là, qu'on a fait le grand dévoilement du logo. Puis il était là, il était présent parmi nous. Puis je l'ai vu, puis on dirait que je le reconnaissais plus, le chemin qu'on avait fait, qu'on avait parcouru ensemble. Il vient se faire coacher, puis après, il finit par faire votre logo. T'imagines, Gary, quand même, là? Fait que pour moi, là, c'est gagnant. Pour moi, c'est une belle histoire, c'est un bel accompagnement. C'est ma paye, ouais. Ouais, justement, j'aimerais savoir, c'est quoi la partie la plus gratifiante de ton travail chez Emploi Jeunesse? Oh, wow! La partie la plus gratifiante, c'est quand les jeunes viennent chez nous puis qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin, même si l'aide leur a pas été donnée directement par nous, mais qu'ils sont venus, on les a reçus, puis on leur a dit, va là, va à Aire Ouverte, va à tel organisme, va à telle ressource, ils vont t'aider. Pour moi, puis le merci d'après, là, puis le « Oh my God, oui, j'ai trouvé, c'est bien. Hey, je travaille. Allô, ça fait 2 semaines, t'es pas venu à notre rendez-vous. Ah, c'est parce que j'ai une job. » Écoute, pour moi, c'est gratifiant, mais au quotidien, là. Puis l'autre chose, c'est vraiment de faire plaisir à mon équipe. Vraiment, j'aurais pas pensé que j'aurais aimé autant gérer une équipe de travail. Puis, je les gâte, là. Ouais? Ouais, je les gâte. Ils sont chanceux de t'avoir. Ouais, vraiment, mais je les gâte pour vrai. Écoute, j'ai mis sur pied une journée call happy. Tu sais, quand tu call sick, quand t'es malade, là, Emploi Jeunesse, quand tu travailles en Emploi Jeunesse, tu peux call happy. Ça veut dire, Justine, demain, ils annoncent 30 degrés, terrasse, OK, je rentre pas travailler. Ou je finis à midi, I'm out. Je suis juste de bonne humeur. En parlant de flexibilité. Ouais. Voilà. Fait que, tu sais, nous, on est un OBNL. Voie, oui, exactement. Justement, tu sais, nous, on est un OBNL. On n'a pas nécessairement les moyens là, pour tout offrir en termes de salaire. Je voudrais offrir 100 000 à tous mes employés. Si je pouvais, je le ferais. Fait qu'il faut trouver une manière de leur faire plaisir puis qu'ils se sentent bien. Tu sais, condenser la semaine de travail pour avoir un congé sans que ça sorte de ta banque d'heures. Il y a plein de moyens de faire ça, mais ça, c'est l'autre partie le fun. Quand je suis avec mon équipe, là, je suis bien. Ouais. En parlant de l'idée La Voix, ouais. Petite parenthèse, je sais que vous faites des soirées maillage, ouais. donc entre les entrepreneurs et entre les jeunes, et que vous dites, par exemple, ah oui, cette fois-là, c'est informel, ouais. Donc c'est pas cravate, costume, même chose du côté des employeurs. Exact. C'est quoi vos approches avec les deux côtés? Ben, c'est vraiment superbe. J'ai ma collègue Sylvie qui s'occupe beaucoup du volet entreprise. C'est elle qui met sur pied cet événement qui s'appelle Journée Mocktail, où on ne donne pas des cocktails alcoolisés, mais des mocktails. Et le but, là, c'est vraiment de favoriser l'échange entre les candidats et les entreprises dans un contexte horizontal. Donc, comme tu disais tantôt, là, c'est ça, là, pas la cravate puis le petit portfolio avec ton CV dedans. Bonjour. Non, c'est pas ça. Là, tu viens, tu te détends. Tu parles de toi, tu parles de ce que tu cherches, tu parles de ton parcours, ce que tu recherches comme emploi. L'employeur peut dire hey, « écoute, mais ouais, moi, j'étais à cette école, tu sais, dans un autre cadre. Donc, juste pour favoriser l'échange, parce que des fois, on passe par... On échappe beaucoup de choses quand on ne fait pas le lien d'humain à humain. Si je prends ton CV puis je regarde, non, ça va pas bien. Oui, finalement, ou le LinkedIn, par exemple. Oui, exactement. Il y a quelque chose de froid dans ça. Puis c'est très bien aussi, il y a un cadre qui est donné pour ça, puis il faut le respecter aussi, mais nous, on a décidé de... Ça existait déjà avant, mais nous, on a décidé de continuer dans cette lignée-là où on se parle, on parle de ce qu'on aime, on parle de nos intérêts, on parle de tout et de rien, puis on parle de l'emploi en plus de ça. Puis là, ça crée des liens, puis là, il y en a qui partent avec des emplois, il y en a qui partent avec des entrevues. OK, donc ça marche en plus. Ah ouais, ça lève, là. Ça lève. Donc nous, on a notre prochain mocktail le 9 avril en passant au crime.
on va publier bientôt. Là. Et j'ai vu aussi que, tu me l'as dit un peu en off, mais vous lancez une campagne de sociofinancement bientôt. Oui. Tu peux nous en parler un peu? Gary, oui. Écoute, là, on part, là. On part, c'est beau, là. Ça fait longtemps qu'on marine, là, l'idée marine. C'est beau, c'est prêt, on met au four, OK? C'est beau. On part une campagne de financement. Déjà, dès maintenant, vous pouvez commencer à donner. Hein. On va pas attendre le kick-off, là. On a un lien sur notre site Internet, emploijeunesse.org. On a un ZEFI. Puis, c'est relié directement à nos activités quotidiennes régulières d'emploi jeunesse, mais particulièrement pour un projet qui me tient à cœur, un projet de technique de son, de formation de technique de son pour des jeunes décrocheurs ni en emploi ni en formation, qui ont envie de se lancer dans une démarche. Donc là, cette campagne-là va servir à acheter des instruments, acheter de l'équipement, former les jeunes, offrir un espace où les jeunes vont pouvoir apprendre de manière personnalisée, à leur rythme. Donc, c'est un projet auquel je crois sincèrement parce qu'on l'avait déjà vécu, là, ce projet-là, il s'appelle Diapason. On avait vécu ce projet-là, on l'a fait en 2022-2023. Puis sur 24 inscriptions, places disponibles, on avait 83 inscriptions. OK, c'est populaire, la musique. Là. Ouais. Les jeunes, là, ils voulaient venir apprendre à faire de la musique, à monter, à mixer, à masteriser. Fait que là, j'ai dit non, let's go, on y va, là. Donc le 9 avril, c'est ça? 9 avril, c'est le mocktail. Oui, OK. Puis le kick-off de la campagne de financement, ça s'en vient, mais pour l'instant, si vous n'êtes pas capable d'attendre parce que vous avez envie de donner tout de suite, vous pouvez le faire en ligne sur notre site Internet. C'est ça, moi je compte sur vous, là. J'aimerais finir sur une belle question, Justine. Comment est-ce que tu vois le futur d'Emploi Jeunesse, l'évolution en fait au fil des prochaines années? Wow! Écoute, Gary, j'aimerais que ce soit une structure qui continue dans cette lancée, une structure qui continue à être à l'affût des enjeux de la jeunesse de Montréal, une structure davantage où les jeunes prennent davantage leur place dans l'échelle hiérarchique, dans la hiérarchie de la structure, ça veut dire. J'aimerais qu'Emploi Jeunesse soit constitué de jeunes pour parler, pour décider de son avenir. Les jeunes qui vivent, pas nécessairement toujours les mêmes jeunes. Des fois, il y a des jeunes qui sont plus engagés que d'autres, puis c'est très bien. On veut ceux qui sont engagés, mais ceux qui ont toujours l'impression que c'est pas pour eux. Moi, c'est avec eux que je m'entends. Pas que je m'entende mieux, mais avec eux, j'ai plus de facilité à ouvrir un sujet parce que ils viennent des fois à reculons. C'est comme « Ah, madame, ça sert à rien. » Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. J'aimerais que ces jeunes-là en particulier, ceux qui se sentent toujours comme si c'est pas pour eux, là, eux, là, ouais. qu'eux embarquent dans... Et qui participent à l'évolution. Dans le processus décisionnel des projets. Par des jeunes, pour des jeunes. Par des jeunes, pour des jeunes. Moi, c'est mon grand rêve. En plus de mon projet Diapason, là où on veut faire de l'économie sociale, on veut être le go-to en termes de sonorisation. Ça, c'est mon autre petit rêve à moi, mon bébé à moi, là, mais d'une vision plus macro, d'une vision plus pour la collectivité, j'aimerais que les jeunes prennent leur place davantage à Emploi Jeunesse, mais aussi dans la société. Prenez-la, la place, là. Ils vont pas vous la donner, là. Prenez-la, pousse. Puis attends. Je suis sûr que tu vas pouvoir amener ta vision à succès. Merci, Gary. Merci énormément, Justine. C'était très intéressant. Merci. Passe une excellente soirée. Toi aussi.